C'est exactement comme un... Imagine une recette de cuisine, une recette compliquée. Imagine une recette complexe, d'un plat complexe de grand chef alors que tu n'es pas cuisinier toi-même. Et tu te dis, bon, ce truc-là, je vais le maîtriser, je vais aller à fond là-dedans. Tu vas prendre ta recette, tu vas te l'encadrer comme ça et tu vas te la mettre au-dessus du fourneau avec des grosses lettres pour bien voir, tu vois. Et tu vas cuisiner, tu vas galérer parce qu'il y a trop de trucs à faire, parce que toi, tu n'aurais pas fait comme ça, et puis tu as trop de plats en même temps, et puis du coup, même tu peux foirer, ou tu peux avoir tellement aucun naturel, parce que tu as tellement de choses à faire techniquement, que tu n'as pas l'impression de faire la cuisine même, tu as l'impression de répondre à une liste. Après, tu as une deuxième étape où ton truc, tu commences à le connaître et où tu regardes ta bouffe, déjà. Et ça change tout. Tu galères toujours parce que c'est long, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et puis, tu as la troisième étape où le truc, tu le connais tellement que tu fais ta bouffe. Et de temps en temps, sur le côté, comme ça, tu te dis, ouais, ouais, d'accord, ça, je vais le foutre comme ça. Et puis, en fait, là, il y a marqué ça, mais moi, je vais peut-être mettre autre chose à la place. Je vais foutre ça. Puis ça, je vais le faire après. Ça, je vais le faire cuire plus longtemps que c'est marqué. C'est parce qu'après, c'est bon, c'est à toi. Et ce que tu vas sortir, c'est ça, mais signé par toi. C'est que ça qui compte. Arriver au stade où tu vas tellement pouvoir signer ce que tu viens d'écrire que la structure, tu la vois plus. Tu vois plus les structures en architecture. Tu la renifles, mais elle n'est pas apparente. Ce qui est apparent, c'est la signature du mec qui l'a fait. Il y a une structure, oui, mais des fois ça se voit, des fois ça se voit pas. Et en tout cas, c'est pas pile poil ce qu'il a appris à l'école. C'est devenu à lui. Mais il faut le temps de la digestion de ces techniques-là. C'est pour ça qu'il faut les faire. Il faut venir voir ce truc. Il faut se concentrer là-dessus. Il faut se prendre le chou là-dessus. Il faut même peut-être en prendre plein la gueule et se dire merde, c'est chaud, c'est compliqué, machin. Et puis il faut insister. Et après, il y a une seconde étape de ta vie d'auteur qui fait que tu as en toi un bagage qui te permet de tirer les choses par ici, de repousser celle-ci, d'échanger celle-ci et celle-ci, de faire un truc d'une demi-heure, d'une heure et demie, de trois, de quatre, en trois films, en quatre films, de 10 heures, d'une série en 30 heures, en 40. Une fois que tu maîtrises. Mais pour maîtriser, c'est pas le lendemain du séminaire de Vogler, il faut attendre un peu. Une autre question maintenant plus centrée sur la façon dont vous avez créé votre spectacle. Vous êtes documenté manifestement, vous avez rencontré des scientifiques, vous avez dû recevoir, j'imagine, une quantité énorme d'informations. Est-ce qu'il y a une... Comment vous avez fait en pratique pour synthétiser, vous qui n'êtes pas scientifique, cette masse d'informations qui vous a été donnée, ce que vous aviez envie de mettre dans le spectacle, pour en faire un spectacle? Comment ça se... Intellectuellement, ça mouline. Moi, ça m'intéresse toujours comment ça tourne dans la tête des gens. Ah ouais, mais ça, c'est ma mayonnaise quand même. Ah ouais, Je sais non, pas. mais, dis donc, moi, t'as vu les gars là qui viennent? Moi, je veux que ça fasse pareil pour moi. Ah ouais, non, mais Comment d'accord. on fait? Alors, comment on fait D'abord, il y a, ça, il y a ça deux les aspects dans, il y a deux aspects dans l'écriture. Il y a la structure et l'inspiration, en gros. Hein. L'inspiration, c'est les choses qui vous parlent. C'est-à-dire qu'il faut savoir reconnaître dans les choses que vous entendez et qui vous entourent, les choses qui vous émeuvent. Parce que probablement que sous le fait qu'elles vous émeuvent, il y a la potentialité qu'elles aient d'émouvoir les autres. Donc il faut bien retenir ça, et ça c'est vraiment de l'inspiration, c'est-à-dire vous devez croire, avoir la foi dans un sujet, c'est-à-dire que vous savez que si vous avez envie de parler de ça, le fait d'avoir envie d'en parler, c'est que c'est justifié d'en parler, ça crédite cette idée. Vous savez comment on m'appelle un peu maintenant dans le métier, moi? Le pourrisseur? Pour le pourrisseur, on m'appelle le pirate. C'est pas faux. C'est-à-dire qu'on considère que mon succès est dû à une escroquerie. Qui consisterait en quoi? À m'être passé de l'avis du diffuseur chez qui j'étais. C'est-à-dire en louvoyant comme ça, en donnant les textes au dernier moment, hop, j'ai pas le temps d'être vérifié, ah bon, c'est pas ce qu'il écrit, ah bah comment on peut faire, bah de toute façon il est déjà en train de tourner, donc bah en fait, c'était, voilà, donc moi je passe, ce qui est faux, hein, parce que j'ai fait tout ce que j'ai fait avec la complexité d'M6, c'est pas du tout contre eux, mais j'ai cette réputation d'avoir piraté mon format, quand même fou. Mais est-ce que si aujourd'hui vous proposiez Camelot à M6, ça serait encore possible, ça, de faire cet acte de piraterie que vous avez fait il y a maintenant, je sais plus, il y a 4 ans, 5 ans? Bah, ça a démarré par un tout petit format, donc évidemment beaucoup moins surveillé que les autres, c'est-à-dire c'est moins grave quand même si un truc ne plaît pas sur 2 minutes et demie. Par contre, il faut que ça marche, il faut qu'il y ait de l'audimat parce qu'il y a des pubs avant, une pub après, il y a des annonceurs, il y a des trucs. Mais si le public est là, le contenu est pas, c'est difficile de surveiller un 3 minutes 30 parce qu'il n'y a pas de technique d'écriture de 3 minutes 30, c'est une idée 3 minutes 30, ça va vite.
Mais du coup, quand c'est devenu des 40 et des 50 minutes, j'ai conservé cette manière de faire en héritage de mon format court. Donc, c'est pas un modèle à suivre. Qui maintenant va pouvoir commencer par un 3 et finir par un 50? Ça n'existe pas. C'est un prototype hein, que vous avez créé hein, et on a cassé le moule après. Hein. Voilà, c'est tout. Hein. Oui, voilà. Disons que c'est une succession d'événements et de circonstances qu'on pourrait pas reproduire. C'est une manne. Il y a des conneries sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Mais des trucs, je pourrais les noter comme ça, les refaire. Allez-y, allez-y. Qu'est-ce qu'il dit? Bah déjà, premièrement, on est bien d'accord que le bobo, c'est la civilisation du sympa. C'est-à-dire tout ce que... C'est-à-dire, il n'y a pas besoin... L'excellence, Oui, dans l'exigence. Non, c'est sympa. Je sais, moi, si Moi, un jour j'ai on me dit déjà ça, connu... je me flingue. Mais- J'ai déjà connu des gens qui m'avaient invité à boire un coup, d'un truc de voisinage, hein, machin, pour fêter l'investiture d'Obama. Putain, ça, je ne peux pas. Ouais, je mais peux je- pas, non, mais j'y je arrive vois très pas, bien. j'ai envie de hurler, j'ai envie de dire, mais vous n'en savez rien, qu'est-ce que vous savez, de quoi? Parce qu'il est noir, alors que c'est une bonne nouvelle. Oui, bah, juste pour prix ça. Nobel de la paix tout de suite. Tout à Parce fait. qu'il est noir. Le gars est noir, c'est génial. on est heureux. Et ça va de ça à c'est sympa. Par exemple, il y a l'apéritif. Mais l'apéritif entre Moi, je cousins. fais jamais d'apéritif. D'ailleurs, je pense que j'aimerais peut-être l'apéritif si moins de gens l'aimaient. Mais alors, du coup, est-ce que c'est par souci de contradiction? Je ne peux pas. Je fais plus jamais d'apéritif de ma vie. C'est Bon. ça. Pas la Oui, qualité vous du- êtes très pète de couilles. en fait. Mais oui, mais non, mais parce qu'on n'a pas le temps. C'est ça. Vous n'avez pas le temps. Mais vous non plus. C'est-à-dire- Ben oui, parce qu'on va mourir très vite. C'est Bah, ça que vous êtes on en va train de me dire. mourir plus tôt que prévu. On n'a pas le temps de glander, en tout cas, ça on peut le dire. Pas trop. La vie est très pas- courte. Ouais, ça va vite. Ça va super vite. Et puis en plus, c'est exponentiel, ça va de plus en plus vite. Personnellement, j'étais très touché par cet aspect-là du spectacle. C'est-à-dire, on sent que c'est un spectacle de divertissement, évidemment. Néanmoins, il y a de la science dedans. Et il y a ces messages-là qui passent sur la théorie du complot, sur réfléchissez par vous-même, sur lever les yeux au ciel, ou ça veut dire plus généralement réfléchissez, intéressez-vous au monde qui vous entoure. Et c'est finalement une démarche qui vous anime depuis longtemps, enfin d'être curieux du monde, mais curieux par la lorgnette de la science finalement, ou par la lorgnette des sciences en général. Oui, parce que je crois qu'il y a quand même dans la population des gens qui ont mal vécu l'école, déjà, rien que l'école, ou les examens, ou l'étude en général, et qui se sont dit à un âge assez jeune que c'était pas pour eux, que la science, c'est pas pour eux. Moi, j'ai vécu ça avec la musique, parce que ça, c'est vraiment mon domaine, et je sais qu'il y a des gens qui se disent à un âge pourtant, même dans leur vingtaine d'années, bon non, la musique, c'est pas pour moi. Pourquoi? Parce qu'on leur a dit à un moment qu'ils n'étaient pas doués pour ça. Et ce qui est totalement faux. Et on est bien d'accord que la musique comme la science sont deux vérités terrestres qui sont abordables par n'importe qui à partir du moment où on l'aborde par le bon truc. Donc moi j'essaye vraiment modestement de dire qu'il n'y a rien d'interdit à personne et qu'on peut mettre un pied dans n'importe quoi aussi complexe que ce soit, n'importe quand, et qu'en plus de ça on peut y découvrir des choses dingues. Sur Kaamelott, tu as l'habitude de à peu près tout faire. Ça se passe comment de travailler justement en collaboration avec quelqu'un qui va mettre en scène tes idées? Eh bien, comment ça se passe? Ça se passe très bien, mais parce que c'est lui. Ça se passe généralement pas bien. Mais là, je pense que Steven, après, je ne sais pas si c'est son avis, mais je pense qu'on se ressemble un peu dans ce genre-là. C'est-à-dire qu'on n'aime pas chacun qu'on touche à nos trucs, pas trop. Et encore une fois, on maîtrise une discipline qui est celle-là, et du coup, quand on nous la laisse faire et qu'on ne nous emmerde pas là-dedans, je pense qu'on est capable de se distinguer. Et en fait, la collaboration de la bande dessinée entre nous deux, elle est très simple. Il fait quelque chose que je ne sais pas faire, et je raconte mon monde, même si Steven est scénariste de son côté, mais je suis scénariste, en tout cas de Kaamelott, et du coup, il n'y a pas d'histoire d'ego, de machin, de trucs, c'est-à-dire qu'on fait chacun quelque chose qu'on sait faire, et le mariage donne ça. Donc on est tranquille, et c'est pas une collaboration à 72, on est deux. Moi, 2, c'est le max. 1. Je pense pas que ce soit vrai dans tous les cas, non. En ce qui me concerne, j'ai développé un rapport solitaire à l'invention. Quand j'étais ado, même gamin, c'était que sur la composition musicale, parce que c'était la seule chose que je faisais, mais je faisais que ça.
Mon seul plaisir dans la vie, c'était de rentrer chez moi après l'école. Je me foutais de plus en plus de l'école, évidemment, et de m'enfermer dans la piole et de composer. C'était la seule chose que j'aimais faire. Et j'ai toujours eu un rapport solitaire avec les choses. Et moi, d'ailleurs, même quand j'étais très 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 gamin, j'ai toujours joué au Lego seul. Quand il y avait un pote qui venait jouer avec moi, je trouvais qu'il faisait des conneries, ça m'énervait, ça ne m'amusait plus. Donc je suis solitaire pour inventer. Et évidemment, j'essaye de me parfaire dans les diverses disciplines qui me permettent de fabriquer un truc. Pas seul, évidemment, j'ai une équipe de tournage, j'ai des gens de grands talents autour de moi et plein de gens qui savent faire des milliards de choses que je ne sais absolument pas faire. Mais j'essaye de confectionner les choses et de les signer seul, parce que c'est comme ça que j'envisage d'inventer les choses. C'est pas du tout un critère, ça ne marcherait pas pour tout le monde. C'est pas un truc que je recommande à n'importe qui, pas plus que je ne découragerais quelqu'un d'avoir envie de le faire, mais c'est mon caractère. Voilà. Enfin, à quel stade tu es de l'écriture? Ou alors peut-être n'as-tu rien écrit du tout? Alors, c'est toujours prévu pour être une trilogie. En tout cas, le projet éditorial, lui, il est en 3 volets. Après, je ne te cacherai pas que, évidemment, si le premier fait 40 000 entrées, on verra peut-être pas de second. Je ne te le souhaite pas, hein, franchement. Je ne me le souhaite pas non plus, mais bon, on ne sait jamais. Donc, on en est. Alors, très important, j'ai créé, dans le film français, c'était d'ailleurs mentionné, j'ai créé une société très récemment qui s'appelle Régular, donc en fait, qui est censé fabriquer mes propres trucs. Donc, je suis mon propre patron, comme on dit. Mais pour Kaamelott, je suis toujours lié avec grand plaisir à Calt Productions, qui sont les producteurs officiels de Kaamelott, et donc nous négocions, et je suis en train de commencer l'écriture du premier. Quand je dis commencer l'écriture du premier, je suis pas en train d'inventer l'histoire, je l'ai depuis très longtemps, cette histoire. Hein. Je parle de confirmer tout ça sur papier et de le faire, mais sinon je sais ce qui s'y passe dans ces 3 volets. Et que je soupçonne que derrière le piratage et derrière toutes les conneries que les gens disent sur c'est un droit... L'électricité aussi, c'est un droit. On ne l'applique pas. Pourtant, vivre sans électricité, ça devient très complexe quand même. La flotte aussi. La flotte, on ne peut pas vivre sans eau. Et le truc est quand même, du point de vue de la culture, c'est pas la même chose. C'est très net, on meurt. Sauf que l'eau, c'est payant. J'y suis pour rien. C'est comme ça. Et c'est peut-être parce qu'on paye l'eau, qu'elle est de bonne qualité chez nous, et qu'on n'est pas comme en Afrique, où on peut mourir de boire, nous, elle est potable et tout ça. C'est un tout, quoi. Et de revendiquer tout comme un droit, au bout d'un moment, je pense qu'on oublie que c'est un boulot. Et qu'on oublie qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent, beaucoup de gens qui sont payés pour le faire. Et que si jamais on se passe tout comme ça, il n'y aura plus d'argent dans l'industrie, il n'y aura plus d'industrie, et on va vers un monde d'amateurs. J'aime bien l'amateurisme, mais je préfère que les mecs soient payés. Quand je regarde Sopranos, sans déconner, je veux payer mon DVD, quoi. Je veux que ces mecs vivent, je veux que ces mecs soient riches, je veux qu'ils s'achètent des Porsche, je veux... Parce que je veux qu'ils se sentent récompensés du chef-d'œuvre qu'ils ont fait. Et à mon tout petit niveau, si ma série, elle plaît plus que la série du voisin, je veux être récompensé. Je veux pas être au même truc. Je veux pas avoir un forfait. Je veux que si je me plante, je gagne rien. Mais je veux que si je me plante pas, je gagne. Parce que ça fait partie de la motivation, pas financière, mais ça fait partie du signe que j'ai pas déconné, quoi. Et on a tous besoin de gratification dans tous les métiers, le mien, le ventre, les leurs, tout ça, quoi. Donc, tant pis, je ne me fais pas des potes, parce qu'évidemment, il y en a plein qui disent que le piratage, ça m'a fait connaître aussi, et que ça a participé à mon succès, que ça... Certainement, mais on organise aussi notre propre pub, et y compris sur Internet, et il faut pas que tout ça soit... Il faut pas le piquer, quoi, c'est tout, il faut pas le piquer. Si j'ai envie un jour de faire un truc gratuit, et des fois j'en fais, je mets sur Internet des machins, les bonus, les trucs, je tourne même des trucs pour que ce soit gratuit, c'est pas grave. Mais je veux bien le décider, quoi. Voilà. Moi, vis-à-vis des autres, sans parler de Kaamelott, quand je trouve quand je regarde une série et que je sais tout ce qu'il y a derrière, si je le télécharge comme ça, et que je le regarde, que toute ma famille le regarde, et que mes potes qui viennent à la maison, je leur file une clé USB avec tout dessus, j'ai vraiment l'impression de faire quelque chose de pas bien. Intrinsèquement, dans le ventre, pas intellectuellement. Je me sens mal. Donc voilà, je pense que je défends ça. Bonjour. J'ai pas pu avoir de place pour l'exoconférence, peut-être que vous y répondez aussi. Ce que vous avez appris pendant les recherches, c'est une chose, mais est-ce qu'il y a quelque chose, qu'est-ce que vous avez pu en tirer à titre plus personnel? Est-ce que ça vous avait avancé ou Bah, comme ça marche bien, du pognon, hein, donc... Non mais ça c'est une bonne chose, parce qu'après il y a des frais, bon il y a des impôts, il y a tout ça.
Sur le plan personnel, j'ai pu réaliser un rêve, c'est-à-dire côtoyer les gens que je ne peux pas côtoyer parce que je ne fais pas leur métier. Il se trouve que les gens de l'Observatoire de Paris, que j'admire beaucoup, que les gens comme Étienne Klein, comme Roland qui est là, c'est des gens qui, quand on va les voir et qu'on leur dit je voudrais faire un spectacle qui va probablement accueillir beaucoup de gens et je voudrais pas dire de conneries, est-ce que vous pouvez m'aider, ce sont des gens qui sont extrêmement généreux de leur savoir, et je pense que la position très privilégiée que j'ai eue pendant ces études m'a conféré, pendant la visite de l'Observatoire, la visite de l'horloge atomique, la visite du CNES, la visite du GEPAN, une position extrêmement enviable pour beaucoup. Et je pense que ce que j'en ai tiré, c'est le petit pas que j'ai mis dans un métier que j'aurais toujours rêvé faire. Et c'est le meilleur souvenir que j'ai du parcours qui m'a séparé de l'écriture du spectacle. Après, maintenant, ce que j'en vis, c'est aussi merveilleux, les gens qui viennent me voir et tout ça, et le spectacle. Mais ce que j'en ai tiré au point de vue personnel, c'est ça. C'est cette incursion dans le monde scientifique qui me manque.